Welcome to the Still Digital Academy. The webinar Energy Systems for Cost-Effective and Sustainable Intralogistics is presented by Rea Langkammer, Dirk Drenko and Björn Grünke. Have a good time. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, à l'Académie Still, nous souhaitons à nouveau vous donner des idées et vous montrer comment résoudre vos problèmes de transport en gaspillant le moins possible les ressources précieuses. Ça signifie qu'il faut utiliser au mieux le capital, l'énergie, la main-d'œuvre et le temps. Bref, il faut vraiment être efficace. Aujourd'hui, donc, nous nous intéressons de plus près au sujet de l'énergie car il gagne également en importance pour nous en intralogistique. Pourquoi? Parce que l'Europe est censée être neutre sur le plan climatique au plus tard en 2050. L'Allemagne veut même y parvenir dès 2045, ce qui signifie que les émissions de CO2 devront alors être évitées autant que possible ou stockées dans la même mesure qu'elles sont émises. Afin d'atteindre cet objectif, la Commission européenne et les États membres font désormais en sorte que chacun y contribue par le biais de lois et de règlements. Ça passe par exemple par une taxe élevée sur le CO2, par des certificats d'émissions coûteux et par une interdiction totale des moteurs à combustion, ce qui rendra les moteurs électriques obligatoires pour tous les types de véhicules au plus tard en 2030. Tout ça a aussi un impact sur la production. Les premières usines dites à zéro émission sont déjà en service. En outre, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la neutralité climatique des services et des produits. C'est une autre raison pour laquelle les entreprises veillent de plus en plus à ce que leur chaîne d'approvisionnement répondent aux exigences de durabilité. Donc, les fournisseurs doivent fournir des certificats sur l'origine des matières premières, les conditions de production et l'empreinte CO2. Un bon bilan écologique devient donc de plus en plus un avantage concurrentiel. Pour éviter les émissions, l'intralogistique est plutôt bien placée grâce à des chariots électriques puissants. Cependant, l'électricité pour les batteries ne tombe pas du ciel. Si les combustibles fossiles ne peuvent plus être utilisés à cette fin et si l'énergie nucléaire n'est pas l'alternative de choix, l'énergie provenant de sources renouvelables doit être disponible en quantité suffisante, mais ce n'est pas encore le cas. D'ici à 2030, l'Union européenne veut avoir atteint un tiers de la quantité requise. Pour atteindre ce grand objectif, il faut encore construire beaucoup d'éoliennes et de centrales photovoltaïques et faire passer beaucoup d'eau par des turbines. Et même si on s'efforce constamment d'accroître l'efficacité des machines afin de réduire la consommation d'énergie, eh bien, dès que votre entreprise se développe et que les capacités de production et de transport s'accroissent, ces économies d'énergie seront plus que neutralisées par la demande énergétique croissante. Rien qu'en Allemagne, la consommation brute annuelle d'électricité devrait passer de 571 à 745 TWh en 2050. Ça représente près de 200 TWh de plus par année. Essayez de vous imaginer ça juste à titre de comparaison. Avec 1 terawatt, 10 millions de voitures d'une puissance de 100 kW peuvent rouler pendant 1 heure. Et malheureusement, ça va aussi devenir de plus en plus cher. Par exemple, en Allemagne, le prix à la bourse pour l'électricité a presque doublé en 1 année pour atteindre près de 50 € et les certificats de CO2 ont atteint un nouveau record historique de 52 € par tonne au mois de juin. Et je ne voudrais rien vous cacher, la taxe sur 1 litre de diesel sera 2 fois plus élevée en 2025 qu'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le constat suivant s'applique à l'ensemble de l'Europe. L'énergie est précieuse et la consommation et l'utilisation de l'énergie doivent donc être gérées intelligemment. Dans le domaine de l'intralogistique, cela commence par la sélection du système d'énergie approprié pour l'entraînement des chariots élévateurs. Beaucoup considèrent les batteries lithium-ion comme la seule option. Mais qu'est-ce qui est si mauvais en fait par rapport à une batterie au plomb?
D'autres encore pensent que seul l'hydrogène peut nous libérer du dilemme du CO2. Cette discussion s'accompagne de nombreux sujets, de la charge intermédiaire appropriée aux chargeurs en réseau en passant par l'usine à zéro émission. C'est une véritable tempête d'idées qui se prépare au-dessus de nos têtes et comme nous l'avons remarqué, ça inquiète la plupart des responsables en matière de logistique. Et quel que soit le système énergétique que vous choisissez, il aura un impact sur l'infrastructure de vos entrepôts, de vos installations de production, sur le choix du système de transport, sur vos frais d'exploitation et finalement sur l'envergure de vos investissements. Afin de faire de la lumière dans toute cette obscurité énergétique, nous aimerions vous donner aujourd'hui quelques idées d'orientation, recharger, soi-disant un peu, vos batteries du savoir. Et personne ne saurait mieux le faire que les deux experts qui attendent ici, complètement impatients, avides de pouvoir enfin partager avec vous leur dernière découverte. Et je suis sûre qu'ils vont le faire avec le grand sourire, nos deux chefs de produits pour les systèmes énergétiques. Dirk Danko. Bonjour Réa et bonjour mesdames. Et Björn Grünke. Merci, quel charmant accueil Réa. Bienvenue, chers téléspectateurs. Eh bien, tous les deux, vous suivez de très proche les développements techniques. Vous connaissez les processus intralogistiques grâce à vos propres expériences. Constamment, vous parlez avec les responsables de la logistique. Vous savez donc où le bas blesse en matière de gestion énergétique. Absolument. Oui. Et pour aider les gens à prendre les bonnes décisions stratégiques, c'est votre mission, il me semble. Et pour l'accomplir, je sais qu'aujourd'hui, vous avez apporté beaucoup de choses. Donc, je vous laisse à présent la scène. Et moi, je vais m'occuper des questions que nous allons recevoir. Car comme d'habitude, vous, à tout moment, dans la langue de votre choix, vous pouvez poser des questions à nos experts et les experts sont heureux d'y répondre après leur présentation. Si jamais le temps nous fait défaut, comme toujours, après le webinaire, vous allez en recevoir la documentation complète avec toutes les questions posées et les réponses détaillées. Alors, j'attends vos questions. Je vous dis à tout de suite et la scène est à vous. Merci Réa. Merci beaucoup Réa. Et à tout à l'heure. Donc, on va parler dans un entrepôt. Ah, désolé, Björn. Je dois t'interrompre depuis le début. J'ai déjà préparé quelque chose. Waouh, pas mal du tout. On pourrait dire que c'est presque de la magie. Attention, c'est encore mieux. Waouh, ça m'aide énormément pour mes débuts. Donc, je vais recommencer depuis le début. Merci beaucoup. Il s'agit donc d'utiliser l'énergie aussi efficacement que possible dans un entrepôt comme celui-ci. Et tout d'abord, la question se pose, quel consommateur d'énergie avons-nous ici? Bien sûr, l'éclairage des lieux, on l'allume, on s'éteint, on l'éteint, et nous avons le... Björn, je dois te couper la parole à nouveau très brièvement. Il ne faut pas oublier l'administration. Si toutes les machines à café et tous les PC sont allumés en même temps à 7 heures du matin, cela entraîne également des pics de charge considérables. Oui, certainement. Et personnellement, la première chose que moi je fais chez moi, c'est d'allumer la machine à café. Tout à fait raison. Mais si on considère la situation dans sa globalité, la charge principale est tirée par les systèmes de transport, c'est-à-dire les chariots de manutention. Mais encore une fois, pas mal, merci. Et la quantité de charge qui tire dépend non seulement du type de véhicule, mais bien sûr de la dimension de la flotte. Examinons de plus près la manière dont la consommation d'énergie peut être gérée le plus efficacement possible. Et comme il s'agit d'éviter les émissions de CO2, nous faisons disparaître le moteur à combustion. La gestion de l'énergie commence précisément ici, avec le système énergétique qui fournit l'électricité aux véhicules. Et c'est là que commence l'agonie du choix, car il existe différentes options. D'un côté, la batterie au plomb, certainement l'option la plus utilisée jusqu'à maintenant, puis les batteries lithium-ion et les piles à combustible.
Ce sont les plus connus. D'autres options sont en cours de développement, comme les batteries sodium-ion, mais on n'en parlera pas ici. Et chacun de ces systèmes énergétiques possède ses propres caractéristiques et nécessite certaines conditions pour être manipulé. Mais nous allons bientôt savoir lequel est le plus adapté à votre processus de transport. Et pour parvenir à une décision durable et économiquement efficace pour vous, vous devez avoir une vue d'ensemble. Vos processus de transport, la capacité de manutention souhaitée, le type de véhicule et bien sûr l'infrastructure de votre entrepôt. Exactement. Et si vous faites ça, vous avez, selon nous, il y a 5 critères qui peuvent être employés pour identifier les systèmes qui sont adaptés de manière optimale à vos besoins. Tout d'abord, il s'agit de la disponibilité des véhicules, ce qui signifie par exemple qu'il faut préciser la quantité d'énergie que les systèmes peuvent fournir et pendant combien de temps. Et la disponibilité des véhicules est-elle limitée ou affectée, par exemple, parce que les temps d'arrêt doivent être planifiés en raison du changement de la batterie, de la maintenance ou des processus de charge. Correct. Et un autre critère d'efficacité économique est la prise en compte des infrastructures. Chaque système énergétique a des exigences spécifiques en matière d'infrastructure. Par exemple, il faut prévoir de l'espace pour les stations de recharge, le stockage, l'entretien et les dépenses liées à la mise en place de l'approvisionnement en énergie. Et ensuite, les coûts sont bien sûr un critère décisif. D'une part, pour un achat, il faut en déterminer le montant, et d'autre part, qui est non moins important, les coûts d'exploitation. Est-ce qu'il y a des coûts, par exemple, pour la maintenance, l'entretien et la réparation? Est-ce qu'il faut avoir des batteries supplémentaires pour avoir un fonctionnement permanent et parfait? Et quelle est l'importance de la demande d'énergie? Et surtout quand on parle d'investissement, la sécurité pour l'avenir est un critère important. Quel est le potentiel technologique du système énergétique concerné? Combien de temps puis-je en profiter? Et si nous pensons aux objectifs climatiques, dans quelle mesure le système respectif contribue à éviter complètement des émissions de CO2? Appliqués à votre processus de transport individuel, ces 5 critères peuvent vous aider à prendre une décision énergétiquement correcte pour vos chariots de manutention. Eh bien, je dirais que l'intro était assez longue. On va mettre maintenant les candidats à l'épreuve. Donc, on va commencer. C'est ce qu'on va faire. Et nous allons utiliser cette batterie comme norme ou comme étalon d'évaluation. L'affichage va du rouge pour pas du tout adapté à un usage économique, à jaune pour adaptation modérément adapté, à vert pour utilisation très économique. Donc je vais commencer par la batterie au plomb qui a déjà fait ses preuves. Elle est ici. Elle est composée de plomb, d'acide sulfurique et de l'eau distillée. Et elle est assez lourde. Oui, et il faut voir si elle est bonne. Donc on va évaluer. Donc, on va voir cela. Donc, qu'en est-il en matière de disponibilité des véhicules? La capacité d'une batterie au plomb moderne est suffisante pour un peu moins d'une durée de travail ou de service typique, selon le type de véhicule et l'application. Cependant, en cas d'utilisation intensive, la batterie peut s'épuiser après seulement 5 heures. Elle est alors vide et doit être chargée. Et le temps de charge dépend de la capacité de la batterie. L'expérience montre que 8 heures de charge signifie plus ou moins 6 heures de conduite. Mais 8 heures de charge signifie aussi 8 heures d'arrêt où le véhicule n'est pas productif. Et les batteries au plomb ne doivent pas être chargées de façon intermédiaire ou de temps à autre, sinon leur durée de vie sera considérablement réduite. Conséquence, si vous voulez utiliser le véhicule pendant une période plus longue, ou l'utiliser de manière intensive, vous avez besoin d'une autre batterie afin de maintenir la disponibilité du véhicule en changeant la batterie. Et un tel changement peut être effectué par une grue ou un transpalette manuel. Le temps qu'il faut pour cela, si un bon système, 5 minutes. Sinon, ça peut durer jusqu'à 15 minutes, pendant lesquelles le véhicule et le personnel ne sont pas disponibles de manière productive. Et d'ailleurs, tous les employés n'arrivent pas à gérer un tel changement sans causer des accidents pour les personnes et les machines, ce qui est franchement un point très pertinent. Malheureusement, cela est plus souvent que vous ne le pensez, un point très important pour la disponibilité. Les batteries au plomb nécessitent beaucoup de maintenance et d'entretien, doivent être nettoyées régulièrement et les niveaux d'acide et d'eau doivent être contrôlés. Des choses qui limitent également la disponibilité du véhicule. Donc, dans l'ensemble, pour ce critère, on obtient uniquement une batterie jaune médiocre. Moi, je suis d'accord. Voyons ensuite ce que l'utilisation de batteries au plomb
signifie pour l'infrastructure de l'entrepôt. Très bien. Tu peux refaire ta magie avec l'entrepôt ici? Pas mal, du grand cinéma. Oh, tu sais, c'est facile. Dans cet entrepôt, nous supposons une flotte de 30 véhicules fonctionnant en plusieurs équipes. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il existe une réelle demande de capacité de manutention. Nous avons donc besoin d'espace pour 30 stations de recharge, ce qui suppose 30 chargeurs et 30 batteries échangeables, y compris les dispositifs de changement associés. Il faut prévoir les réservoirs d'eau. Et pour cela, vous avez besoin de local pour remplir professionnellement en eau, combiner les installations pour gérer l'eau. En outre, un système d'extraction peut être nécessaire pour éviter les gaz et les mauvaises odeurs provenant des batteries. Ensuite, l'approvisionnement en énergie doit être suffisant pour permettre la charge simultanée de tous les véhicules. Donc, comme vous pouvez le voir, pour les besoins d'une batterie au plomb, on perd beaucoup d'espace de stockage. Et par conséquent, pour ce critère d'infrastructure, moi, je dirais clairement que c'est une batterie rouge que je donne ici. D'accord, mais la batterie au plomb est très en avance en termes de coût d'investissement. La batterie seule a eu environ 150 heures par kilowattheure, à un prix d'achat très bas par rapport à tous les autres systèmes énergétiques connus. Par conséquent, le critère d'investissement est clairement dans le vert. Oui, c'est une tentation, bien évidemment, mais il faut savoir que pour un usage intensif ou un travail en plusieurs équipes, il faut acheter 2 batteries, plus l'équipement pour les charger, ce qui augmente les coûts. Bien sûr, mais si on regarde les coûts d'exploitation, cela représente beaucoup plus. Et les principaux facteurs sont les coûts de maintenance et d'entretien, parce que si on charge incorrectement, on utilise excessivement ou on manque d'entretien, on peut réduire considérablement la durée de vie des appareils. Donc si vous voulez tirer parti de votre batterie pendant longtemps, il faut le faire réviser régulièrement par du personnel qualifié. Un autre facteur de coût, le changement de la batterie. Parce que pendant ce temps, le véhicule est à l'arrêt, ne crée pas de valeur ajoutée, sans parler du temps de travail qui est perdu. Et enfin, les coûts d'électricité, ce qui peuvent encore augmenter si tous les véhicules sont rechargés en même temps après le fin de service. Et le mot-clé ici, c'est le pic de charge. La question est la suivante. Pourquoi il y a des coûts supplémentaires? Parce que les fournisseurs d'énergie font une distinction entre les tarifs de fourniture et les tarifs de pic. Les tarifs de fourniture est toujours le même, mais il est calculé en fonction de la quantité maximale, la charge de pointe. Et le calcul du prix est toujours basé sur la valeur moyenne du service par tranche de 15 minutes. En conséquence, même si vous n'atteignez cette consommation maximale d'énergie qu'une fois par an, vous allez payer toujours le tarif le plus élevé pour cette année civile. Donc, plus la charge de pointe est faible, plus le coût total de l'électricité est faible. En ce qui concerne les coûts d'exploitation, le système d'énergie avec batterie au plomb n'obtient donc globalement que la batterie jaune, parce qu'elle n'a qu'une efficacité économique modérée. Tout à fait. Et pour être honnête, toutes les valeurs reçues de la pratique le prouvent aussi, précisément à cause des coûts de maintenance et d'entretien. OK. Et en ce qui concerne la sécurité future de la batterie au plomb, il faut dire que cette technologie est épuisée. Il ne faut pas s'attendre à de nouvelles évolutions vers des temps de charge nettement plus courts ou une densité de puissance plus élevée. Néanmoins, il est presque certain qu'elle va continuer à être produite. En ce qui concerne la durabilité, nous savons tous que les batteries contiennent de nombreuses substances dangereuses pour l'environnement qui doivent être recyclées de manière sophistiquée, avec un taux de réussite de 90%, mais de l'autre part, cela nécessite également beaucoup d'énergie. À moyen terme, les batteries au plomb risquent donc également de ne plus être en odeur de sainteté en matière de politique environnementale. Si on fait abstraction des limites que je viens de décrire, ce type de batterie reste un système énergétique fiable et qui va être utilisé pendant des années. Certainement, et est particulièrement adapté aux utilisateurs qui n'ont que quelques véhicules ou quelques heures de travail à gérer, ou pour ceux qui ne veulent pas investir beaucoup. Néanmoins, l'avenir exige davantage. C'est pourquoi la batterie au plomb ne reçoit qu'une batterie jaune pour la sécurité future. Donc, on va regarder le bilan global de la batterie au plomb. Globalement, le bilan est plutôt mitigé.
lithium-ion. Donc maintenant, on va passer à la batterie lithium-ion tant vantée et voyons ce qui se passe. Bien volontiers, et la voilà déjà. Plusieurs cellules remplies de nickel, de manganèse et de cobalt, voire de phosphate de fer lithié et complètement sans eau. On va commencer à parler de la disponibilité des véhicules et dans quelle mesure est-elle influencée par le système lithium-ion. En ce qui concerne la capacité, pour une même disponibilité du véhicule, une batterie lithium-ion peut être dimensionnée de façon plus petite en termes de capacité qu'une batterie au plomb. Parce que les batteries lithium-ion peuvent être rechargées à tout moment et dans un délai très court sans endommager la batterie ou de réduire sa durée de vie, ce qui permet d'utiliser le véhicule de manière très souple, 24 heures sur 24, sans avoir à changer la batterie. La technologie lithium-ion assure ainsi une disponibilité maximale, même en cas de travail en plusieurs équipes. Et ce qui est particulièrement pratique avec un chargeur dans le véhicule même, il peut être rechargé sur n'importe quelle prise à n'importe quel moment. Il y a toujours des pauses, et pas seulement pendant les pauses officielles, déjeuner par exemple, mais dans les zones de réception des marchandises lorsqu'un camion est à nouveau bloqué dans un embouteillage. Et en ce qui concerne le temps de charge, dans la plupart des cas, l'expérience nous montre que charger pendant 1 heure signifie conduire jusqu'à 3 heures. Et cela est possible parce qu'une batterie lithium-ion se charge très rapidement et par rapport à une batterie au plomb, elle absorbe la même quantité d'énergie au moins 2 fois plus vite. Et pendant l'utilisation, la batterie fournit un rendement élevé constant. Il n'y a pas non plus de baisse de rendement comme c'est le cas avec les systèmes de batterie au plomb, qui sont assez connus pour commencer à faiblir dans le dernier tiers d'une durée de service. Tout à fait vrai. D'ailleurs, au grand dam des conducteurs qui sont littéralement ralentis par la lenteur de levage et de la conduite. Et ça ralentit considérablement les gens, mais c'est juste au passant. Un autre point positif pour la disponibilité, les batteries lithium-ion sont faciles à manipuler. Pour le personnel de l'entrepôt, il n'y a pas d'efforts supplémentaires de maintenance et d'entretien. Donc il ne faut pas prévoir de temps d'arrêt improductif pour tout cela. Et globalement, le système lithium-ion permet une disponibilité très souple du véhicule. Et donc, qui obtient pour ce critère une batterie verte entièrement chargée? Absolument. Bien entendu, toutes ces caractéristiques ont également un impact sur l'infrastructure d'un entrepôt. Dirk, je pense qu'il est temps de faire appel de nouveau à tes compétences en matière de ce petit entrepôt magique. Je pense que tu te moques de moi un peu, mais c'est pas grave, c'est déjà parti. Cool, merci. Voyons ce qui change ici dans cette configuration lithium-ion par rapport au système batterie au plomb. Bien sûr, les batteries lithium-ion ont également besoin de chargeurs qui sont par ici. Mais cet espace pour les 30 batteries de rechange et les dispositifs de chargement, nous pouvons nous en passer. Grâce à la charge intermédiaire, une batterie par véhicule suffit. Et l'espace pour les réservoirs d'eau est également éliminé, de même que le système d'extraction. En effet, les batteries lithium-ion n'ont pas besoin d'eau et ne dégagent pas de gaz. Pour permettre une recharge intermédiaire partout, on peut prévoir quelques prises supplémentaires à l'entrée et à la sortie des marchandises, qui permet d'économiser des trajets jusqu'à la station de recharge et donc du temps, à condition que le véhicule, comme vous l'avez dit, est équipé d'un chargeur embarqué pour permettre une recharge flexible. Les batteries lithium-ion peuvent absorber de l'énergie très rapidement et par conséquent, lorsqu'on charge plusieurs batteries en même temps, on peut avoir besoin de beaucoup de puissance pour le moment. C'est pourquoi une alimentation électrique suffisante est nécessaire. Exactement. Donc on peut déjà dire globalement peu d'exigences pour la création d'une infrastructure spéciale et par rapport à la batterie au plomb, on gagne beaucoup d'espace pour créer des zones de stockage supplémentaires. Oui, mais comme les batteries lithium-ion ont également besoin d'une infrastructure de charge, elles obtiennent 4 parts de charge sur 5, parce qu'elles ont besoin quand même d'une certaine infrastructure. Ainsi, en ce qui concerne les dépenses économiques, elles se situent toujours dans la zone verte. Les coûts d'investissement sont quelque peu différents. Les batteries lithium-ion ont toujours un prix d'achat plus élevé que les batteries au plomb, qui est environ 2 à 3 fois plus élevé. Cependant, à capacité égale, les batteries lithium-ion ont une durée de vie au moins 2 fois plus longue.
Et si on observe l'évolution générale du prix des cellules lithium-ion depuis 2010, la direction est claire. Elles sont toujours de moins en moins chères. Et pour les batteries 24 volts, telles qu'elles sont généralement utilisées dans les véhicules guidés manuellement, nous sommes déjà très proches du niveau de prix de la batterie au plomb. Puis nous arrivons à la fin, en termes de coût d'investissement. En ce moment, elle n'obtient qu'une batterie jaune. Mais bien, je suis sûr que si on se voit ici à nouveau dans 2-3 ans et on parle du même sujet, on sera dans la zone verte, absolument. Donc maintenant, on en vient au sujet des coûts d'exploitation. On vient de parler des coûts d'investissement à l'instant. Et si vous exploitez pleinement des possibilités de la technologie lithium-ion pour vos processus de transport, le prix d'achat relativement élevé sera compensé au fil du temps par la baisse des coûts d'exploitation. Je peux sentir les regards sceptiques ici, je peux les sentir, mais c'est vrai. Bien sûr, comme toujours, cela dépend de l'objectif, il faut regarder de plus près, mais n'oublions pas, tout d'abord, il faut considérer l'espace nécessaire dans l'entrepôt. Les batteries au plomb ont besoin d'eau, il faut mesurer la densité de l'acide, il faut nettoyer les batteries. Tout cela n'est pas nécessaire avec une batterie lithium-ion et le résultat, aucune consommation d'espace, de stockage de précieux et aucun coût d'entretien. Et en outre, grâce à leur efficacité énergétique, les batteries lithium-ion sont capables de réduire la consommation d'énergie, les chariots de manutention jusqu'à 30% par rapport aux batteries au plomb, ce qui permet de réaliser d'importantes économies sur les coûts d'électricité. Toutefois, en termes de coûts, il convient de noter qu'une forte demande d'énergie peut survenir pendant une courte période lors de la période de charge rapide, ce qui peut entraîner des pics de charge coûteux. Mais on peut gérer ces pics de charge de manière très intelligente. Et bien, je suis informé, j'ai appris que récemment, tu as abordé cette même question avec ton équipe dans une entreprise. Et vous y êtes tous très bien arrivés, n'est-ce pas? Absolument. Je vois que tu as de très bonnes sources et de réseaux malgré le télétravail. Oui, et peut-être cet exemple permet également de lever une partie du scepticisme concernant la technologie lithium-ion. Quelle était la situation? L'entreprise voulait passer complètement de la batterie au plomb au lithium-ion. La crainte, cependant, était que cela augmente considérablement les coûts énergétiques de l'entrepôt, mais ce n'est pas nécessaire que ce soit le cas. Tout d'abord, la demande d'électricité est effectivement réduite grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Ce qui pourrait augmenter, en revanche, c'est la charge électrique à un moment donné. Il faut regarder de près, parce qu'on va se souvenir de cette histoire de cycle de 15 minutes des fournisseurs d'énergie. Donc, jetons un coup d'œil à cette entreprise maintenant. Et en effet, il s'agissait bien d'une entreprise de logistique. C'est là où nous avons appris que nous disposions d'une flotte mixte de 5 véhicules utilisés par une équipe de 2 personnes. Et aujourd'hui, la flotte est équipée de batteries au plomb. Et pour un grand nombre de véhicules, une charge de batterie par jour ouvrable est largement suffisante. Mais la question se posait alors, à quoi ressemble la courbe de charge électrique ici? Vous pouvez voir cela merveilleusement ici. Si vous regardez une semaine, vous pouvez voir clairement qu'elle est très constante. Et il se répète constamment. La charge électrique est toujours la même. Donc, on va examiner cette courbe de charge en détail et on va prendre un mardi typique. Vous pouvez voir très bien et clairement que l'entrepôt se réveille plus ou moins à 5 heures tous les jours. Ce qui veut dire qu'on allume l'éclairage et l'informatique. N'oublie pas les machines à café. Oui, bien sûr, très important. Celle-là aussi. Le fait est que la courbe de charge augmente et qu'une charge constante est établie pour la journée de travail. Et à la fin de la journée de travail, qui commence ici à environ 15 heures, la charge électrique augmente. Et la question se pose pourquoi? Pourquoi? Parce que les chariots de manutention entament progressivement le processus de charge de la batterie au plomb qui dure plusieurs heures. Donc, ils sont complètement chargés après 8 à 10 heures et par conséquent, la charge diminue régulièrement par la suite. Et cela se voit très bien à la fin de la journée. Et à partir de minuit, la charge de nuit commence. Et c'est là où la demande d'énergie est la plus faible. Et c'est là où on peut commencer à économiser de l'argent. Je pense que cette analyse montre très clairement que les utilisateurs de batteries au plomb
doivent également faire face à ces pics de courant. Exactement. Et qui sont en train de payer pour cela actuellement en plus. En plus du coût du kilowattheure. Et si on pense et considère que selon le fournisseur d'énergie, l'électricité peut coûter de 45 à 80 euros par kilowatt supplémentaire, il fait beaucoup sens d'éviter ces pics. Et de cette manière, on peut réaliser des économies qui conduisent rapidement à des montants à 4 chiffres par an. Et les pics, on peut les éviter à long terme si on utilise les avantages de la charge rapide et intermédiaire des batteries lithium-ion. Parce que grâce à la libre disponibilité de l'équipe de nuit, les processus de chargement peuvent être facilement reportés. Et le fait qu'une batterie lithium-ion n'ait besoin que de 3 heures de charge pour être entièrement rechargée, nous permet de lancer le processus de charge à 2 heures du matin, par exemple. Ensuite, à 5 heures du matin, lorsque l'entrepôt se réveille, toutes les batteries sont également entièrement chargées et prêtes à être utilisées. En outre, les processus de charge lithium-ion peuvent être interrompus à tout moment sans endommager la batterie, ce qui ne serait pas possible avec une batterie au plomb. Et grâce à ces avantages technologiques, la charge énergétique, généralement faible la nuit, peut être utilisée pour réduire les coûts énergétiques globaux. Ça a l'air vraiment bien. Björn, comment est-ce que tu as fait? Nous avons mis en place un système de gestion intelligente des charges, ce qui signifie que nous avons égalisé le temps de charge. Ça a l'air bien. Outre l'analyse des processus de transport, cela nécessitait également l'utilisation de ces dispositifs de chargement configurables. Un bon chargeur lithium-ion dispose en standard d'options de réglage permettant de configurer de puissance de charge en liaison avec les fonctions du calendrier. Les jours de la semaine, l'heure ou le niveau de charge maximale de la batterie, on peut le régler directement sur l'appareil et ça peut être aussi rapidement adapté à la demande actuelle à tout moment. Et maintenant, plus précisément et concrètement, Björn, combien d'argent tu as fait économiser à l'entreprise de logistique? Question tout à fait justifiée. C'est toujours un point où nous devons simplement regarder les chiffres. Grâce à cette charge égalisée, nous avons pu réduire considérablement les pics de charge et donc réaliser des économies considérables sur les coûts d'exploitation. En extrapolant, le client peut espérer une économie de 6 000 € par an. Donc cela signifie non seulement vous lui avez ôté sa peur de lithium-ion, mais tu lui as également fait économiser de l'argent. Waouh, c'est bien. D'accord, et cette économie de coûts ne résulte que de l'utilisation correcte de ce matériel. Tout à fait. Waouh! Si nous combinons maintenant avec les logiciels intelligents, nous serons en mesure de faire beaucoup plus à l'avenir pour utiliser l'énergie de manière beaucoup plus efficace. Ces dispositifs peuvent ensuite interagir entre eux via une unité centrale, ce qui signifie que l'unité centrale contrôle les chargeurs connectés avec les exigences individuelles, par exemple avec des spécifications sur la puissance de charge maximale, la priorisation de certains véhicules ou périodes de chargement. Et l'avantage d'une telle solution est le suivant, c'est qu'on obtient un degré de liberté plus élevé pour la disponibilité des véhicules et l'utilisation de la charge énergétique. Et grâce à toutes ces mesures, le chariot de manutention, qui consomme de l'énergie, peut non seulement être très bien maîtrisé sur le plan énergétique, mais l'énergie disponible peut être également utilisée de manière beaucoup plus efficace et donc plus économique. Là, il faudrait dire quelque chose contre les lithium-ion. Peut-être un commentaire supplémentaire concernant la facturation à l'avenir. Dans le contexte de la disponibilité et des coûts des véhicules, 3 évolutions majeures se dessinent. Des blocs d'alimentation pour recharge plus rapide, où vous utilisez de temps de conduite pour le recharge, par exemple, grâce à la recharge par induction, et bien sûr la connexion avec un système de gestion de flotte pour la surveillance et le contrôle de l'énergie. Et comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de mouvements dans le domaine de la consommation d'énergie, et ce qui se répercute ensuite sur les coûts d'exploitation. Exactement. Et en un mot, les batteries lithium-ion utilisent l'énergie disponible de manière beaucoup plus efficace et la gestion intelligente de la charge permet d'économiser des coûts énergétiques supplémentaires. En outre, la durée de vie des batteries lithium-ion est nettement supérieure à celle des batteries au plomb et elle ne nécessite aucun entretien. Donc si on fait le total, je dirais pour les coûts d'exploitation, il y a une batterie verte complètement chargée sans discussion. Et voilà.
Et pour le cinquième critère de notre évaluation, pour la sécurité future de la technologie lithium-ion, on peut affirmer la chose suivante. Les options de charge et de contrôle qui permettent d'accroître l'efficacité sont constamment développées, tout en réduisant les coûts d'acquisition du système. En ce qui concerne la durabilité, il faut également tenir compte du fait que la disponibilité et l'extraction des matières premières ne sont pas sans poser des problèmes aujourd'hui. Mais c'est pourquoi des travaux sont également en cours déjà sur de nouvelles compositions chimiques qui devraient également permettre d'augmenter la capacité énergétique et la puissance de charge des cellules jusqu'à 40%, ce qui est beaucoup. Donc, si nous tenons compte des structures et des technologies de production qui ont déjà fait leur preuve dans l'industrie, nous pouvons clairement affirmer que pendant toute la durée de vie d'une batterie lithium-ion, c'est-à-dire pendant les 10 prochaines années, vous pouvez certainement travailler très bien avec ce système d'énergie si vous avez le profil d'application correspondant. Par conséquent, les batteries lithium-ion méritent clairement d'être considérées comme une batterie verte en ce qui concerne la sécurité future. Absolument. Je voudrais jeter un coup d'œil à la vue d'ensemble du lithium-ion et franchement, ça a l'air plutôt bien et plutôt vert, pas mal. Mais maintenant, on va passer au troisième candidat, à savoir la technologie des piles combustibles qui est toujours en attente. La particularité de ce système énergétique est la suivante. C'est que l'électricité produite dans le véhicule et ne provient pas de la prise de courant. Il est important de le savoir, lorsqu'on parle de piles à combustible en intralogistique, il s'agit d'un module de remplacement de la batterie ou Battery Replacement Module. Cela correspond à un creux de batterie spécifique en termes de taille, de poids et de forme, ce qui signifie qu'une batterie au plomb ou une batterie au lithium-ion existante peut être remplacée à l'identique par ce module. Et tous les composants nécessaires à la pile à combustible sont assemblés dans un tel module. Il y a la pile à combustible elle-même, les soi-disant stacks, qui convertissent l'énergie stockée dans l'hydrogène en énergie électrique. Et cette énergie est ensuite utilisée pour charger la batterie lithium-ion intégrée, qui est nécessaire pour alimenter le véhicule en énergie constante. Le système comprend également un réservoir d'hydrogène haute pression avec un goulot de remplissage et d'autres composants. Il s'agit d'un système complet. Et même s'il y a beaucoup qui pensent encore que la pile à combustible est une technologie d'avenir, il faut savoir qu'en Europe, il y a plus de 500 chariots de manutention équipés d'une pile à combustible qui sont déjà utilisés en service. Et si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique, il y a plus de 40 000 chariots de manutention qui sont déjà utilisés quotidiennement. Ce qui est bien sûr pas grand-chose par rapport au marché global des chariots de manutention, tout à fait. Et il faut dire que d'un point de vue économique, du moins en Europe, comme ce projet en France, ces projets n'ont pu être réalisés que grâce à des subventions officielles se chiffrant en millions d'euros. Mais cela prouve quand même que cette technologie est absolument prête pour une utilisation productive. Si l'infrastructure appropriée est mise en place, mais nous parlerons plus tard des infrastructures, tout d'abord, il s'agit de savoir comment ce système énergétique affecte la disponibilité des véhicules. Tout d'abord, les piles à combustible sont également conçues pour différentes classes de puissance. Étant donné que le système ne doit pas être chargé, mais qu'il est ravitaillé, il n'y a pas besoin de temps d'arrêt au chargeur ou prise. Et après seulement 2 ou 3 minutes à la pompe à carburant, soi-disant, le distributeur, le véhicule est à nouveau disponible à pleine capacité. Donc ça crée une flexibilité maximale en termes de temps de fonctionnement et qui permet une utilisation intensive et ou un fonctionnement en plusieurs équipes sans restriction. L'expérience nous montre qu'un remplissage du réservoir peut permettre jusqu'à 8 heures d'utilisation selon le type de véhicule et son utilisation. Ces distributeurs peuvent être placés n'importe où, comme les prises de courant, idéalement le long du parcours du travail, pour éviter de longs trajets improductifs. Et pendant l'utilisation, le système offre des performances élevées, constantes, jusqu'au dernier gramme d'hydrogène, ce qui est également une bonne chose. Le pile à combustible nécessite un entretien régulier, ce qui signifie qu'il faut également prévoir des temps d'arrêt. Et par conséquent, en ce qui concerne le critère de disponibilité du véhicule, je dirais que la batterie est presque entièrement chargée avec 4 barres sur 5. Bien, qu'en penses-tu? Moi, je crois personnellement que tu as également des pouvoirs magiques. Je sais pas où tu as eu cette idée. Je pense que tu es le seul à avoir cette magie. Non, vas-y, essaye.
On a besoin d'un entrepôt avec des infrastructures. Allez, tu peux le faire. Et si tu le dis, ah bah tu vois, voilà Magic Bjorn, suffit d'exploiter son potentiel. Ah bah eh bien, je vais l'exploiter alors dans le scénario de la batterie au plomb. Nous pouvons supprimer l'espace pour les 30 piles échangeables et les dispositifs de changement. Nous n'en avons plus besoin. Tout comme l'espace pour les réservoirs d'eau et le système d'extraction. Les piles à combustible n'ont pas de gaz. Les chargeurs peuvent également être jetés. Pour cela, nous avons besoin d'un nombre suffisant de réservoirs, les distributeurs. Il est préférable de les placer le long des parcours de travail à l'entrée et la sortie de marchandises. Et pour des raisons de sécurité, ils doivent être équipés d'une protection anti-collision et être bien signalés. L'hydrogène doit être livré. Soit cela se fait par camion-citerne, auquel nous avons besoin d'installations de stockage, ou vous pouvez vous rendre complètement indépendant et produire l'hydrogène vous-même, avec un électrolyseur sur site, par exemple, ici. Mais pour cela, il faut de l'électricité supplémentaire. Et si vous ne voulez pas émettre de CO2, ce qui est certain, vous pouvez produire vous-même l'énergie verte, et soit par le biais de l'éolienne ou de la photovoltaïque. L'infrastructure de stockage et de production, comme ça a été suggéré ici, peut être construite en dehors des zones de stockage chères. Et dans ce cas, donc il faut avoir des systèmes de tuyauterie appropriés. Ils sont nécessaires pour acheminer l'hydrogène dans l'entrepôt jusqu'au distributeur. Et ils sont là. Et la réglementation en matière de protection contre les explosions et des émissions doit être respectée également. Donc, vous pouvez déjà voir un peu que beaucoup de choses se mettent en place. Par exemple, le pile à combustible obtient un score modéré sur le critère de l'infrastructure avec une batterie jaune. Et en ce qui concerne les coûts d'investissement, d'une part, il faut acheter un véhicule neuf, prêt pour la pile à combustible. Il faut l'acheter tout neuf. D'autre part, l'acquisition du système des piles à combustible appropriées entraîne un certain coût. Leur prix est actuellement de l'ordre de 4 à 5 fois celui d'un batterie au plomb. Et des investissements élevés sont encore nécessaires pour créer l'infrastructure nécessaire, de sorte qu'il n'est actuellement guère possible d'utiliser économiquement les piles à combustible pour les véhicules. Toutefois, il y a des programmes de financement au niveau national et européen qui contribuent à rendre l'analyse de rentabilité verte en termes économiques. Des subventions sont disponibles également pour l'équipement des véhicules et pour l'infrastructure. Et ce qui aide aussi. Tout à fait. Et au final, cela signifie il y a une seule pile rouge pour l'achat. Et l'investissement élevé est-il au moins compensé par de faibles coûts d'exploitation, comme nous l'avons vu avec le batterie lithium-ion? Tu sais, j'aimerais bien te le dire, Bjorn, mais même en tant que fan avéré des piles à combustible, je dois dire que ce n'est pas vraiment le cas pour le moment. Actuellement, le coût du carburant est d'environ 10 à 12 euros par kilogramme d'hydrogène, dont le prix est élevé en conséquence. À titre de comparaison, le kilowattheure produit à partir d'hydrogène est 5 fois plus cher que le kilowattheure produit à partir de l'électricité, ce qui s'explique principalement par les coûts de transport élevés. Mais on prévoit qu'à partir de 2050, pour atteindre les objectifs en matière de CO2, il faudrait importer jusqu'à 45 millions de tonnes d'hydrogène, soi-disant vert, rien qu'en Allemagne. Principalement en provenance de pays dont les conditions climatiques sont beaucoup plus favorables en termes de soleil et de vent. Et fondamentalement, les économies d'échelle s'appliquent à l'avenir. En ce qui concerne la pile à combustible, plus il y a de consommateurs d'hydrogène sur place, plus les coûts par kilogramme d'hydrogène peuvent être réduits rapidement. Il est possible ici de coupler différents secteurs de l'entreprise, par exemple l'intralogistique, la flotte de camions hydrogène, la centrale de cogénération locale et idéalement la propre production d'hydrogène de l'entreprise avec un électrolyseur et l'énergie photovoltaïque ou éolienne. Et en termes d'entretien et de maintenance, tant pour le système énergétique que pour l'infrastructure nécessaire, cela entraîne des coûts non négligeables.
Et par conséquent, même si c'est un peu difficile pour moi, parce que je suis vraiment un fan de la technologie des piles à combustible, il n'y a malheureusement que la batterie rouge ici pour les coûts d'exploitation, au moins pour l'année 2021-2022. Mais l'hydrogène est certainement l'avenir, non? En d'autres termes, si l'objectif est d'éviter des émissions de CO2, cette technologie n'aura de sens à l'avenir que si l'hydrogène est produit à partir d'énergies renouvelables durables. En d'autres termes, s'il est vraiment vert. En principe, cela s'applique également à tout type d'électricité, mais la production d'hydrogène nécessite une quantité d'énergie beaucoup plus importante. Un gros plus est à noter en termes de durabilité. Aucune terre rare n'est utilisée dans la production de ces piles. Et l'on pousse maintenant l'expansion des énergies renouvelables à plein régime. Tout à fait. Tout comme les constructeurs de camions, les fournisseurs d'énergie et les grandes entreprises de logistique travaillent avec beaucoup d'énergie pour fournir les infrastructures nécessaires. Et en Allemagne, une montée en puissance des applications de l'hydrogène est attendue à partir de 2030. Toutefois, cette situation dépend largement des conditions cadres politiques et est donc malheureusement très volatile. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vraiment mettre la main dans le feu lorsqu'il s'agit de l'avenir. Mais nous sommes confiants et c'est pourquoi je dirais 4 sur 5 pour la viabilité future de la pile à combustible. Et donc si on regarde le résultat global, même s'il y a maintenant 2 batteries rouges, il ne faut pas se laisser décourager. La pile à combustible présente en effet des avantages indéniables pour le processus d'exploitation. Par exemple, les gains de productivité importants, les temps de ravitaillement plus courts, un faible encombrement de l'infrastructure hydrogène par rapport aux stations d'échange de batteries et l'élimination des pics de charge. C'est juste. Et si on regarde la vue d'ensemble de tous les systèmes énergétiques, on s'aperçoit que chaque système d'énergie offre différentes possibilités de gérer cette précieuse ressource qui est l'énergie et d'une manière économique et écologiquement efficace. Et pour les moteurs électriques, c'est la technologie lithium-ion qui permettra d'atteindre cet objectif dans les 10 prochaines années, notamment du point de vue de l'efficacité économique. En effet, la batterie au plomb ne permet pas de réagir de manière flexible et économiquement efficace à l'évolution toujours plus rapide des capacités de transport. Et, à moyen terme, le pile à combustible ne dispose toujours pas d'infrastructures nécessaires pour l'instant. Toutefois, étant donné que l'on peut s'opposer, notamment parce qu'elle est exigée ou encouragée par le monde politique, que la montée en puissance du marché des piles à combustible commencera dans l'Union européenne d'ici 2030 ou plus tard. La propulsion à l'hydrogène deviendra généralement acceptée dans la logistique. Sinon, il ne serait guère possible d'assurer le transport de marchandises lourdes par camion sans production de CO2. Si d'ici là, une infrastructure nationale de l'hydrogène est de plus en plus établie, qui s'étend également aux installations de production et aux centres de distribution, alors qu'il est également logique pour l'intralogistique d'utiliser ce système d'énergie propre pour alimenter des chariots de manutention. Bien entendu, cela se fait toujours à condition que l'hydrogène soit produit de manière neutre en termes de CO2. Bonjour Réa. Bonjour. Cher Dirk, cher Björn, merci beaucoup pour ces informations complètes. Je pense vraiment que 2030 sera en quelque sorte une année magique, une date magique. Mais d'ici là, comme je viens de l'apprendre pendant la durée de vie d'une batterie lithium-ion, eh bien, à quoi devrait-on faire attention, par exemple, si on est un responsable en matière de logistique, si on veut investir dans des systèmes énergétiques ou bien les convertir? Et un petit défi, faites attention. Pour répondre à cette question, vous ne disposez que de 2 phrases chacun. Björn, tu commences. 2 phrases, c'est pas facile. Mais ma première phrase serait la suivante. Je pense qu'il faut analyser précisément les processus de transport afin de déterminer les capacités énergétiques réellement nécessaires et pouvoir ensuite les contrôler en fonction de la demande. OK. Dirk, ton avis sur la question? Mon conseil serait investissez dès aujourd'hui dans des véhicules équipés de telle manière qui permettront également de changer de source d'énergie à l'avenir. OK. Et bien, ta deuxième phrase? Car la gestion de l'énergie ne se limite pas à la batterie. C'est ça que je veux dire. Donc, il faut veiller à ce que les interfaces des véhicules, des batteries, des chargeurs et du logiciel de commande
soient coordonnées de manière optimale pour permettre une interaction fluide et donc efficace. Bon, je pense que ça réussit le mieux lorsque tous les composants proviennent d'une seule source. Absolument, et dans tous les cas, c'est toujours un avantage, et l'avantage est bien sûr encore plus grand lorsque ces composants brillent d'un bel orange. Belle présentation. Je te propose de t'orienter vers le marketing. Je vais regarder. Dirk. Mon deuxième conseil serait de ne pas se laisser déconcerter et confondre par les nombreuses options, car la solution la plus innovante sur le plan technologique n'est pas toujours celle qui a le plus de sens économique pour le type de transport individuel envisagé. Par conséquent, mon conseil, demandez un conseil compétent. Oui, ok, on y va. Bon, voici des recommandations claires. Je dirais, vous pouvez commencer tout de suite à donner des conseils parce que nous avons reçu beaucoup de questions. Je les ai ici sur mon iPad. Je dirais, nous allons juste commencer. Alors, avec lithium-ion. La question est la suivante. La technologie lithium-ion peut-elle être utilisée à des températures inférieures à 0 degré? Oui. Vous pouvez utiliser nos piles couleur orange pour des travaux en dessous de 0 degré Celsius. Oui, c'est possible. Bon, une question maintenant pour l'expert en piles à combustible. Pour quelles applications les piles à combustible conviennent-elles? Pour des raisons de conception, il est conseillé d'allumer une pile à combustible le matin et de l'éteindre le soir à la fin du service. Cela signifie que dans l'idéal, la pile à combustible fonctionne en permanence afin de produire de l'énergie. Et il s'agit généralement d'applications qui comptent plus de 1000 heures de fonctionnement par an. C'est idéalement le fonction en 2 ou 3 équipes qui pourraient privilégier l'utilisation d'une telle pile à combustible. OK. Et tant qu'on y est, parle, Dirk. Combien de temps peut-on tenir avec un réservoir de piles à combustible? J'avais déjà abordé ce sujet dans la discussion. Jusqu'à 8 heures de conduite sont possibles avec un seul réservoir de carburant. Cependant, c'est comme si, dans la réalité, je pouvais conduire de Hambourg à Berlin avec un demi-réservoir de carburant ou un réservoir complet. Et il en va de même pour nos engins de manutention, de chariot de manutention. Je peux conduire jusqu'à 8 heures. Toutefois, si je conduis beaucoup en pente et si je fais beaucoup de lavage ou d'accélération, le temps de conduite peut également être réduit à 4-5 heures. Vous ne pouvez pas le dire précisément. Il s'agit toujours d'une analyse de cycle de travail et ensuite on arrive quand même assez rapidement au temps de fonctionnement qui permet le remplissage d'un réservoir de piles à combustible. D'accord, merci. Encore une question concernant la quantité d'énergie. Alors, une quantité d'énergie donnée que je ne voudrais pas dépasser, comment pourrais-je m'en assurer? Je pense que c'est plutôt une question de batterie, non? Exactement. Je ne veux pas dépasser la quantité d'énergie. Il s'agit probablement de la charge de pointe et sa quantité d'énergie. Je ne peux parler que de nos chargeurs lithium-ion. Ils ont la possibilité de programmer en usine le chargeur avec une valeur qu'il peut prendre sur la prise à un moment maximum. Cela signifie que si vous spécifiez que cette prise a cette capacité, nous pouvons l'intégrer dans le chargeur et cette quantité d'énergie sera maintenue. OK. Et les chariots peuvent-ils alors également être rechargés de manière préférentielle? Oui, avec cette solution ex-usine, oui, c'est possible pour de nombreux clients. Nous disposons désormais de ce qu'on peut appeler des chargeurs ou coins électriques. Ça signifie que plusieurs chargeurs sont disponibles. Certains sont calés à une puissance réduite en raison de la charge de courant et d'autres sont des chargeurs plus puissants, plus rapides. Bien entendu, un véhicule prioritaire peut toujours s'y rendre et obtenir la puissance de charge maximale de sorte que la disponibilité du véhicule est à nouveau atteinte très rapidement. Eh bien, parlons maintenant de la gestion de la flotte énergétique. C'est ça, non? C'est la question suivante. Maintenant, je suis pleinement dans mon rythme. Merci, Réa. Il s'agit d'un sujet très important que nous avons abordé un peu dans la discussion également. Chez Stihl, nous sommes conscients du rôle et de la tâche qui nous incombe en tant que principal consommateur d'énergie pour de nombreux clients, ce qui signifie qu'en plus de l'intralogistique et des processus de transport,
Nous avons clairement l'intention de vous offrir des solutions pour la gestion et le contrôle de l'énergie au cours des prochaines années. D'accord, merci. Question suivante. La recharge par induction, quand est-ce qu'elle sera disponible? C'est déjà le cas, c'est déjà disponible aujourd'hui. Par exemple, notre véhicule tracteur remorqueur est déjà en service en induction pendant les opérations. Ça veut dire que ces véhicules ont un itinéraire prédéfini, répétitif. Cela est très bénéfique pour les engins de routage qui sont chargés par induction. La solution n'est pas disponible dans l'ensemble du portefeuille actuel et comme c'est souvent le cas, vous devez vérifier l'application individuelle pour voir si la charge inductive a un sens dans ce cas-là. Le temps de charge est-il suffisant? La puissance de charge est-elle suffisante? Est-ce que ça fait sens économique? Et il faut alors vérifier à nouveau si on veut suivre cette voie de l'induction. Ok, je pense les applications très importantes, c'est dans le domaine de l'automatisation. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, c'est disponible. D'accord. Je pense qu'il nous faut une question sur les piles à combustible à nouveau. Alors, quels sont les véhicules disponibles avec des piles à combustible? Bon, comme je viens de le dire, on n'est pas encore dans le marché de masse, ce qui signifie que tous les véhicules ne sont pas encore disponibles avec une pile à combustible. Nous sommes en phase de montée en puissance et nous avons déjà quelques véhicules dans les segments de chariots à contrepoids, des transpalettes, des gerbeurs, des préparateurs de commandes et des chariots à mât rétractable. Si vous avez une question spécifique, je vous recommande de nous contacter, nous allons vérifier, parce qu'une pile à combustible ne fait pas sens pour tous les véhicules. On doit être dans l'ordre de plus de 1000 heures de fonctionnement, soit en usage permanent. Et pour l'instant, nous ne recommandons pas d'équiper les véhicules à guidage manuel d'une pile à combustible. Il est donc recommandé de nous faire une demande et nous allons le vérifier individuellement. Ok, merci beaucoup. Une question concernant la sécurité. Je pense que c'est un sujet très important. Qu'en est-il de la sécurité des batteries lithium-ion? Est-ce qu'il faut des précautions spéciales? Bien, les batteries lithium-ion sont bien évidemment sûres. Elles sont testées, il y a des exigences à respecter, bien sûr. Lorsque vous lisez, écoutez ce que vous lisez, vous devez toujours garder à l'esprit que toutes les batteries de ce type ne sont pas comparables les unes aux autres. Il y a des différentes cellules, différents mécanismes de sécurité, différents emballages qui sont utilisés. Et nous en bénéficions clairement. Le poids est notre atout. On peut construire une bonne couvette en acier en tour. Nous pouvons protéger le tout de l'extérieur, par exemple, des autres véhicules, afin que rien ne se passe. Des mesures supplémentaires ne sont pas nécessaires. Vous pouvez toujours vous en tenir aux règles de charge des batteries au plomb. En ce qui concerne les distances et autres, vous n'avez donc pas à prendre de mesures particulières si vous disposez d'un déploiement régulier de véhicules logistiques. Et à propos de la sécurité encore, merci Björn. Qu'en est-il des piles à combustible? La pile à combustible est une source d'énergie sûre, sinon elle ne serait pas autorisée en Europe. Ce module de remplacement de la batterie, ou Battery Replacement Module, doit respecter certaines règles de sécurité. C'est le cas. Et la communication entre le véhicule et le module est également sûre, tout comme le processus de ravitaillement. C'est un système fermé, donc aucun hydrogène ne s'échappe. Il faut savoir que l'hydrogène est un gaz hautement inflammable. C'est pourquoi il existe des zones de protection contre les explosions dans les zones de ravitaillement et les réglementations locales qui doivent être respectées lors de l'installation d'une infrastructure hydrogène sur le site de l'usine. Tout comme en Allemagne, par exemple, la loi fédérale sur la protection des émissions doit être prise en compte. Mais quand on fait attention, c'est très bien. Ok, en tout cas, c'est important à savoir. Question suivante, les chariots peuvent-ils être chargés avec des batteries lithium-ion de n'importe quel fabricant? Tout d'abord, il faut se différencier un peu. Les batteries lithium-ion sont un nouveau produit qui utilise de nouvelles technologies et par rapport aux batteries au plomb, notamment une batterie PZS, qui a toujours les mêmes propriétés, ce n'est pas le cas du lithium-ion.
C'est comme la question initiale sur l'utilisation pendant les températures négatives. L'un peut le faire, l'autre non. Une batterie avec des cellules au lithium possède donc une multitude d'autres propriétés différentes qui affectent l'interaction entre le véhicule et la batterie. Bien sûr, certaines conditions de fonctionnement peuvent être critiques si elles ne sont pas coordonnées et testées. Cela signifie qu'il n'y a pas d'approbation générale ou de possibilité d'utiliser n'importe quelle batterie lithium-ion dans n'importe quel chariot de manutention. Il faut toujours le vérifier, il faut toujours faire des tests et il faut toujours l'évaluer techniquement pour que l'ensemble soit sûr, tout simplement. Ok, merci. Encore à propos des batteries, une autre question importante. Qu'en est-il du recyclage des matières premières? Cette question est également très importante et nous l'avons un peu abordée dans la discussion. Il faut regarder la situation dans sa globalité. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle technologie qui contient des matières premières, donc il faut le regarder d'un œil critique. Mais nous sommes encore à un stade très précoce de ce développement technologique. Et nous pouvons également constater ces dernières années que non seulement les prix changent, mais également la composition de la cellule. Cela signifie que les matières premières critiques sont réduites et que parallèlement, les paramètres de performance s'améliorent. Il s'agit des matières premières, ce qui signifie que si nous ne savons pas encore à quoi ressembleront les technologies des batteries ou les produits chimiques de demain, cela pourrait être complètement différent. Très bon en termes de matières premières, avec de grandes propriétés. La question de recyclage est également une question qui existe parallèlement à une mise en œuvre de la technologie et sur laquelle on travaille actuellement. Il faut donc voir que le nombre d'unités sur le marché, notamment dans le secteur automobile, ne fait que commencer. Un sujet comme le recyclage se développe en parallèle, où il y a des acteurs du marché qui l'ont toujours fait et où il y a de nouveaux acteurs du marché. Ce sont des choses qui sont critiques aujourd'hui, mais qui sont résolues par le développement technologique. Ok. Merci beaucoup. J'ai une dernière question sur la pile à combustible. Stihl propose-t-il également de mettre en place des infrastructures d'hydrogène? Là, je peux vous dire un non très clair à cela. Stihl ne propose pas l'installation d'infrastructures d'hydrogène. L'ADN de Stihl est de concevoir, optimiser, fournir et entretenir des processus intralogistiques. Bien sûr, dans le cadre de ces véhicules et des options dont nous disposons, nous regardons aussi à gauche et à droite en termes de sources d'énergie. Avec le plomb assis, avec le batterie au plomb et le lithium-ion, nous avons des systèmes plutôt fermés qui sont relativement faciles à manipuler. Avec la technologie de l'hydrogène, nous avons un gaz volatile et inflammable qui nécessite une manipulation spéciale. Cela signifie qu'il existe des acteurs du marché qui maîtrisent parfaitement le sujet de la manutention des gaz et lorsqu'il s'agit d'un projet, nous faisons appel aux bons partenaires afin de pouvoir ensuite mettre en œuvre l'infrastructure en fonction de notre flotte de véhicules. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Alors, merci à tous les deux. Merci d'avoir répondu aux questions. Malheureusement, mon outil intelligent de gestion du temps me signale que nous nous approchons déjà de la fin de notre cycle de chargement informatif. Chères participantes, chers participants au webinaire, on va devoir se quitter. Cependant, je vous garantis, nous allons répondre à toutes les questions reçues et je vois, il y en a encore beaucoup. Alors, un petit rappel, vous allez recevoir la documentation complète du webinaire par mail. Par ailleurs, vous pouvez télécharger notre webinaire sur notre site web. Donc, un grand merci de votre intérêt, de vos nombreuses questions passionnantes. Merci de nous avoir consacré de votre temps précieux. Et pour ce qui concerne le temps, il en faut pour mes collègues. Il leur faut du temps de repos parce que quand je vous regarde, je crois que votre batterie a besoin d'une bonne charge intermédiaire. Volontiers avec de l'eau gazeuse contenant du CO2. Je préfère vous offrir un café durable, ça mettra moins de temps à vous recharger les neurones. Oui, mais ne t'inquiète pas, Réa, je recharge rapidement. Ah, c'est bien ce que je me disais, Björn. Alors, c'est parti pour un bon café. L'Académie Stihl ferme ses portes pour aujourd'hui. Restez chargés à bloc et surtout en bonne santé. À la prochaine fois, nous vous souhaitons encore une agréable... Au revoir. Ladies and gentlemen,
Thank you for joining the Still Digital Academy. We hope you will be with us again very soon. Have a nice day and stay safe. Goodbye.